Bonsoir et merci d'être venu, avoir bravé à la fois les gilets jaunes et des intempéries. Anicet-le-Port, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est ingénieur, il est docteur en sciences économiques et il a une longue carrière dans la fonction publique, et je ne vais pas énumérer les différentes étapes qui ont été les siennes. Son nom a été connu nationalement en 1981 lorsqu'il a été un des 4 ministres communistes dans le deuxième et dans le troisième gouvernement de Pierre Mauroy, chargé de la fonction publique et des réformes territoriales. Et il a pu aussi, au cours de ces 3 années, mettre en place une réforme de grande ampleur qui a fait passer le nombre de fonctionnaires de 2 100 000 à 5 millions, plus de 5 millions, en créant une réforme donc, qui comportait un nouveau statut et qui permettait de viser à unifier les 3 fonctions publiques d'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Ensuite, la vie a continué après 1984 et il a écrit de nombreux ouvrages, dont celui qui vient de nous être proposé et qui est à votre disposition, qu'il dédicacera tout à l'heure. Alors la conférence de ce soir, vous en connaissez l'objet, le thème. Donc, fonction publique, service public et fonction publique et service public ont de l'avenir, ont un avenir. C'est ce que Anicet-le-Port va nous exposer brillamment, j'en suis convaincu. Merci Anicet, encore une fois, d'avoir fait ce déplacement à Albi. Et je te laisse la parole. Merci et merci aux organisateurs de l'association Jaurès Espace Tarn de m'avoir invité. Merci à vous tous de m'accueillir sur un thème qui est dans l'actualité, mais quelle que soit la période en ce moment, il est dans l'actualité, qu'il s'agisse de l'école, des transports, de l'éducation nationale, de la culture, de la justice, de l'armée, etc. Aujourd'hui, les Gilets jaunes manifestent pour expliquer les difficultés qu'ils rencontrent du fait de l'appauvrissement des services publics de proximité. Tout d'abord, une idée de ce qu'est le service public et la fonction publique. Dans l'ensemble de la population active de la France, le service public au sens large représente 6,5 millions de personnes. Les entreprises publiques regroupent 800 000 à 1 million de salariés. Le reste, c'est la fonction publique. La fonction publique qui représente donc les 80% de l'ensemble du service public. Ce sont les administrations administratives ou techniciennes qui couvrent les besoins les plus fondamentaux de la population. C'est donc à la fois une succession de problèmes quotidiens, mais c'est aussi une réflexion sur l'organisation sociale de notre pays. Un sujet politique, inévitablement, et un sujet majeur dans notre vie constante. Je crois que pour l'analyser, contrairement à la manière de penser qui a cours aujourd'hui, où on raisonne essentiellement ici et maintenant, sans mettre en perspective ni rétrospectivement sur le passé, ni en mettant en perspective ce que peut devenir la situation actuelle. Donc je crois donc nécessaire de mettre de l'histoire dans notre raisonnement aujourd'hui, car sans histoire, comme a dit Alexis de Tocqueville, l'esprit erre dans les ténèbres. C'est ce qui permet d'éclairer le présent
et c'est ce qui nous met dans la meilleure disposition pour réfléchir sur l'avenir à court, moyen et long terme. Je voudrais donc dans un premier temps montrer que l'état actuel est le produit d'une très longue évolution pluriséculaire et que, partant de là, il est au pouvoir de personne de modifier l'existant sans penser à cette longue élaboration produite de notre histoire. Bien entendu, je passerai un moment dans un deuxième temps sur les dernières décennies, celles qui nous concernent le plus directement, que j'appellerai le présent, globalement. Et c'est à la suite de cela que j'avancerai un certain nombre d'idées permettant de caractériser, selon moi, comment les choses risquent de se développer dans l'avenir. Donc, tout d'abord, je crois pouvoir affirmer que les siècles qui ont suivi la fin du Moyen-Âge ont été marqués par une administration en croissance permanente, un développement constant des activités socialisées, et que c'est là une tendance lourde de notre histoire. Tout d'abord, je crois pouvoir caractériser que cela repose sur une sécularisation du pouvoir politique. Et si vous le permettez, ceci peut-être pourra nous surprendre dans les débats politiques que nous vivons aujourd'hui. Je parle de Philippe le Bel. Philippe le Bel a été un grand roi de France. En témoignent 3 actes de sa part qui le manifestent. D'abord, il a dit au pape Clément V de quitter Rome pour venir en Avignon, affirmant par là que le pouvoir séculier de l'autorité royale devait prévaloir sur celui de la hiérarchie religieuse. C'était un acte très fort. On peut y voir le début de notre conception de la laïcité. Il connaissait une crise financière grave comme nous l'avons connue récemment et comme nous la connaissons encore aujourd'hui, même si elle est larvée. Eh bien, il a d'abord manipulé les monnaies, mais ensuite il a décidé de faire preuve de rigueur vis-à-vis des financiers. Il a fait brûler les Templiers et couper la tête à ses créanciers. Alors, je ne dirais pas qu'il faudrait aujourd'hui reprendre cet exemple qui me semblerait peut-être un peu excessif, mais je retiens quand même de cet acte la rigueur du comportement de l'autorité, chargée de défendre le bien commun, comme c'était le cas sous la monarchie. Son 3e acte nous concerne peut-être plus directement. Il a considéré que ça n'était pas aux tribunaux ordinaires de juger les contentieux qui impliquaient la royauté, et donc le bien commun. Et il a considéré qu'il fallait une instance spéciale, et il a créé le Conseil d'État du roi pour cette mission. Il a introduit donc dans l'organisation supérieure de l'État une notion qu'on appellerait aujourd'hui le public, le différenciant par là du privé. Et cette division public-privé a marqué profondément la culture française jusqu'à aujourd'hui, puisque au sommet de l'ordre judiciaire, il y a en France la Cour de cassation, et au sommet de l'ordre administratif, il y a le Conseil d'État. C'est un héritage de Philippe le Bel, et nous devons nous en souvenir. Mais ce qui caractérise cette époque, c'est que pour la première fois, le roi qui jusque-là était considéré comme roi par la grâce de Dieu, affirme qu'il est avant tout le pouvoir central du fait de son autorité propre, une autorité politique séculière. C'est une première étape. Une deuxième étape est franchie, au regard du sujet qui nous occupe, sous le règne de Louis XIV. Louis XIV, vous savez, on l'a tous appris à l'école, a commencé son règne en disant « l'État, c'est moi ». Et il l'a terminé sur son lit de mort en disant « je meurs, mais il reste l'État ». Ce sont 2 formules parfaitement contradictoires, qui s'expliquent par le fait que ce règne a duré longtemps, 72 ans, mais qui montrent que
cette période a été marquée par une dissociation de l'appareil d'État par rapport à la personne du roi. Appareil d'État qui ne cessera de s'autonomiser par rapport au pouvoir royal, au pouvoir politique. Non pas qu'il deviendra neutre, mais il s'organisera sur la base de ses principes propres. Évidemment, dans ces conditions, se posera rapidement la question de savoir qui est le souverain. Et dans le siècle des Lumières, on dira, mais ça n'est pas possible que ce soit une personne physique comme celle du roi. Il faut un souverain qui ait plus d'ampleur. Et c'est Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage du contrat social, qui donnera la réponse. Le souverain, dit-il, c'est le peuple. Et à partir de là, qui est donc la troisième étape de la sécularisation du pouvoir, à partir de là, eh bien, va se dérouler une succession de luttes incessantes pour la conquête du pouvoir d'État, pour l'affirmation de la souveraineté du peuple à travers les instruments de l'État. Tout ceci va occuper le XIXe et le XXe siècle. Et on y verra se constituer des grands empires, et on verra progressivement, à travers notamment le combat pour la laïcité, puis ensuite, que se créeront des grandes idéologies messianiques, le marxisme, la théorie de l'État-providence, la théorie néoclassique pour les libéraux, de grandes idéologies qui pourront prendre, comme l'ont dit certains, la forme de religion séculière. Et ces grandes constructions intellectuelles et politiques de fait à travers les empires constitués, parce qu'ils étaient grands peut-être comme les dinosaures anciens, vont s'effondrer à la fin du XXe siècle. Nous laissant dans une situation, nous le vivons aujourd'hui, un peu glauque, comme on dit quelquefois, sans repère, mais qui est particulièrement intéressante en ce sens qu'elle est la fin d'une civilisation et elle attend la civilisation à venir. Et nous en sommes les acteurs. Donc, première caractéristique de ce développement administratif, cette autonomisation de l'appareil d'État et cette expansion administrative qui l'accompagne. Deuxième tendance lourde, mais qui découle de la première, c'est une socialisation des financements destinés à la couverture de biens sociaux, de biens fondamentaux, sans cesse en expansion. Ceci se mesure, et là nous entrons un peu plus dans l'activité de notre temps, dans notre actualité, ça se traduit par des dépenses publiques, cette fameuse dépense publique que nos gouvernants récents ont toujours voulu baisser. Mais elle croît inexorablement. On nous dit aujourd'hui qu'elle fait 57% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses créées en un an par un pays comme la France. Eh bien, 57% de ces richesses sont consacrées à la couverture à la fois des besoins sociaux fondamentaux et de ce qui est nécessaire au maintien de la cohésion sociale et politique du pays. On l'utilise plus facilement parce que le premier indicateur de la dépense sociale est souvent critiqué à juste titre. On parle souvent, et j'en ai entendu parler hier soir encore à la télévision, sur la 2, des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire de ce qui est prélevé sur la richesse de tous les ans pour répondre notamment à la nécessité de couvrir des besoins sociaux fondamentaux. Les prélèvements obligatoires, c'est les impôts, les cotisations et les taxes. Et rapporté au produit intérieur brut, c'est 45%. Et j'ai entendu le journaliste hier soir dire que le président de la République s'est engagé à baisser les prélèvements obligatoires. Celle qui l'interviewait lui a demandé de combien ? De 45,3% à 45,0%. C'est dire qu'il s'agit là d'une contrainte qui, on ne dira pas qu'elle est absolue, parce que rien n'est absolument certain, mais qui résiste à tous les efforts des gouvernements qui veulent réduire les services publics,
en réduisant la dépense publique, on voit qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a là une contrainte certaine dans leur action politique. On pourrait prendre aussi d'autres indicateurs, par exemple le nombre d'agents publics pour 1000 habitants dans les pays. Et il y a eu une étude récente de décembre 2017 d'un organisme qui s'appelle France Stratégie, qui a montré qu'en France, il y avait 89 agents publics pour 1000 habitants. C'est beaucoup moins que les pays scandinaves, 140 à 150 pour 1000. Moins, et alors là, ça surprend davantage, moins que le Canada. Moins que les Pays-Bas. Tout juste au-dessus du Royaume-Uni. Tout juste au-dessus des États-Unis. Et donc la France ne se situe pas dans une situation excessive. Elle n'est pas atypique. Si on voulait la résumer d'une formule, on dirait qu'elle est en moyenne haute des pays développés. Donc, un développement inexorable, des financements qui doivent être socialisés. Et la troisième tendance lourde, c'est que pendant toute cette longue période de 8 siècles, se sont forgés, notamment en France, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de concepts, un certain nombre de principes qui nous ont intéressés d'abord, et c'est une exception française, et qui ont donné corps à des idées comme celle d'intérêt général. L'intérêt général était défendu déjà sous la dénomination de bien commun, sous la royauté. Elle a connu diverses formulations. Sous la Révolution française, on a parlé d'utilité publique ou de nécessité publique. Et puis ensuite, on a fait varier le vocabulaire pour aujourd'hui retenir la notion d'intérêt général. L'intérêt général qui n'est pas une notion économique. Les économistes se sont échinés à vouloir en donner une définition scientifique. Ils ne sont parvenus qu'à définir ce qu'on appelle un optimum social, oubliant que les citoyens ne sont pas seulement que des consommateurs ou des producteurs. Et c'est le Conseil d'État qui a considéré que s'il n'était pas responsable, lui, parce que c'est une juridiction, de dire ce qu'était l'intérêt général, il pouvait reconnaître qu'il y avait de l'intérêt général dans certaines activités, et par là réguler le principe d'égalité, faisant correspondre par exemple des solutions différentes lorsque les situations sont différentes. Le service public existe depuis longtemps. J'ai retrouvé un statut particulier d'un fonctionnaire territorial un peu bizarre, en 1294, un statut de tambour public. Donc on voit que ça remonte très loin, qu'il y avait des fonctionnaires dans l'ordre seigneurial, mais également dans les cités bourgeoises. Bien entendu, ce qui a affirmé le service public, ce sont sous la monarchie absolue, les grands travaux qui ont entrepris, par exemple, comme quelqu'un comme Vauban, ou bien la création, plus tard, de l'école des ponts et chaussées en 1747, accompagnant ce que j'ai appelé tout à l'heure l'autonomisation de l'appareil d'État. Le service public, Montaigne en parle dans les Essais en 1580. Et puis, à la fin du XIXe siècle, s'est créé ce qu'on a appelé l'école de Bordeaux, qui a essayé de théoriser ce qu'était le service public, disant que pour qu'il y ait service public, il y ait une mission d'intérêt général reconnue par le pouvoir politique à l'issue d'un débat, si possible, démocratique. Deuxièmement, une personne de droit moral pour mettre en œuvre ce service public. Et puis troisièmement, un droit et un juge administratif distincts des autres juges, comme l'avait voulu au départ, je l'ai dit, Philippe le Bel. Donc, toute une histoire du service public qui n'est au pouvoir de personne de gommer simplement d'un trait. Et puis, il y a la fonction publique. La fonction publique, je l'ai dit, c'est le plus gros morceau des services publics. Longtemps, et je ne vous remonterai pas jusqu'au Moyen-Âge, mais partons par exemple du début du XIXe siècle jusqu'à la Libération au XXe siècle, cette fonction publique a été une fonction publique autoritaire, dominée par l'idée du pouvoir hiérarchique,
où les fonctionnaires devaient avant tout obéir à ce pouvoir hiérarchique. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce que j'ai appelé dans le livre dont on a parlé tout à l'heure, la conception du fonctionnaire sujet. La grande transformation est intervenue en 1946, où le ministre de la fonction publique de l'époque, qui était aussi vice-président du Conseil et en plus secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, était chargé de la fonction publique. Il a mené une bataille que j'ai là aussi, je m'excuse d'y revenir à nouveau, racontée dans le livre, une bataille épique pour faire adopter, ça a été le dernier texte adopté par l'Assemblée nationale constituante avant la mise en œuvre de la 4e République, pour mettre en œuvre la loi du 19 octobre 1946, premier statut général des fonctionnaires démocratiques. À l'issue du vote, Maurice Thorez déclarera, et je crois que c'est une phrase qu'il faut retenir, « Désormais, le fonctionnaire est un homme et non plus le rouage impersonnel de la machine administrative. » Voilà donc rapidement brossé cette rétrospective sur l'intérêt général, le service public, la fonction publique et la caractérisation des tendances lourdes qui ont dominé toute cette évolution. Et la question que nous devons nous poser, elle est double. 1. S'il y a des tendances lourdes, c'est quand même un atout pour les acteurs du service public de savoir qu'ils sont sur des tendances regroupant des activités qui sont en croissance, et en croissance depuis 8 siècles. Et la deuxième qui se pose, c'est quelle raison y aurait-il que cela change ? Et c'est ce qu'il nous faut examiner maintenant dans ce deuxième volet que j'avais annoncé, à savoir ce qui s'est passé depuis 30 à 35 ans, où on a le sentiment jusqu'à aujourd'hui que, contrairement peut-être à l'optimisme qu'on pourrait dégager de l'histoire longue, on a l'impression que les choses ont régressé. Et alors la question qui se pose, c'est de voir s'il y a bien eu régression depuis 30 à 35 ans, c'est-à-dire en fait depuis le début des années 80, en gros. Et quelle est la portée de cette régression si on arrive à l'identifier. Et pour cela, je crois qu'il faut caractériser la situation où on était au début des années 80, qui se trouve être le moment où je suis entré avec mes camarades, comme on l'a dit tout à l'heure, au gouvernement, et où surtout il y a eu ce changement qui a constitué dans l'élection de François Mitterrand. Une élection dont on a oublié peut-être qu'elle était quand même assez singulière et qu'elle pouvait être présentée comme une exception française. Parce qu'en 1979, Margaret Thatcher est élue en Grande-Bretagne. En 1980, Ronald Reagan est élu aux États-Unis. En 1982, Helmut Kohl sera élu en Allemagne. Tous ces gouvernements, toutes ces élections vont dans le sens d'un libéralisme de plus en plus cruel, de plus en plus fort, de plus en plus dur. Et au milieu de tout ça, en raison des spécificités de la vie politique dans notre pays, sur la base notamment de toute l'épopée du programme commun de gouvernement de la gauche, c'est un président de la République se réclamant de ce programme commun qui est élu. Et ces premières années de la décennie 80 sont caractérisées par, je crois pouvoir dire, le point haut de la puissance du service public et du secteur public dans notre pays. Quelques arguments à l'appui de cette affirmation. Il y a à ce moment, dans notre pays, un secteur nationalisé très fort, des entreprises publiques puissantes, basées sur le monopole qu'il aurait reconnu pour produire de l'électricité, du transport ferroviaire, etc., sur la base donc du monopole et d'une spécialisation. Et non seulement cela, mais le programme commun prévoyait des nationalisations très importantes. J'étais à l'époque responsable du secteur nationalisation et politique industrielle dans mon parti, le Parti communiste. Et le débat avec le Parti socialiste notamment, mais qui était d'accord pour ces nationalisations à l'époque, était très vif pour savoir s'il fallait
un champ plus ou moins long, et si les nationalisations devaient être financières, c'est-à-dire se contenter de 51% du capital, ou bien franches, comme nous disions, c'est-à-dire viser la détention totale du capital de ces entreprises. Et à ma surprise, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu en septembre 1981, c'est-à-dire très peu de temps après l'élection de François Mitterrand et la constitution de ce gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni à Rambouillet, par exception, pour marquer l'importance du choix qu'il y avait à faire. Et ce secteur public s'est trouvé renforcé par un grand nombre de nationalisations très importantes. 5 grands groupes nationalisés en totalité, la majorité du secteur bancaire et de très nombreuses autres entreprises possédées à plus de 50%. Jamais le secteur public n'a été aussi important. Et la bataille politique de l'époque s'était faite sur le thème, bien oublié aujourd'hui, là où est la propriété, là est le pouvoir. Et l'un de mes plus grands regrets, je l'ai dit tout de suite, peut-être que ça alimentera la discussion, c'est que je regrette aujourd'hui qu'on ait oublié cela et qu'il n'y ait plus que les capitalistes qui s'intéressent à la question de la propriété. À réfléchir. Il y avait aussi une administration puissante, très structurée, avec des outils d'expertise efficaces. Ça a été d'abord le plan tel que l'avait conçu le général de Gaulle, dont il avait dit qu'il était une ardente obligation. Il y avait des instruments comme le CNRS qui, dans le domaine de la recherche, faisait autorité. Il y avait dans l'aménagement du territoire, car on ne parlait pas à l'époque de réforme des collectivités territoriales, on parlait d'aménagement du territoire, une instance importante qui s'appelait la DATAR. Et sur ce fond d'organisation nationale et territoriale, le président de la République de l'époque a donné la priorité à la décentralisation dont il a chargé Gaston Defferre. Et ça a été l'acte 1. On en est aujourd'hui à l'acte 3, après l'acte 2, la réforme Raffarin de 2003. Et cet acte 1 est toujours reconnu, je crois, aujourd'hui, comme un acte majeur qui a donné réalité à la décentralisation. Par exemple, on a fait passer le pouvoir exécutif au niveau départemental du préfet sur le président du Conseil général, à l'époque, départemental, aujourd'hui. Il était prévu dans cette loi un statut de l'élu, des pouvoirs nouveaux pour que les citoyens puissent intervenir dans les affaires locales. Et puis, et c'est en cela que ça m'intéressait au premier chef, et puis des garanties statutaires renforcées pour les agents publics des collectivités territoriales qui jusque-là n'étaient considérés comme des fonctionnaires assimilés. D'ailleurs, c'est ce que même disait, nous sommes assimilés fonctionnaires, à l'époque. Et cette loi, donc, était très importante, renforçant la cohésion du territoire et renforçant la démocratie. Malheureusement, les actes 2 et 3 n'ont pas suivi le même chemin. Et puis, il y avait aussi des forces syndicales très puissantes, très influentes. Une participation aux élections professionnelles dans la fonction publique, par exemple, de plus de 80% à chaque fois. Les nouvelles vont avoir lieu le 6 décembre, on le sait. Et puis la fonction publique. La fonction publique, eh bien, elle avait subi une évolution. En 1946, avait été donc installé un statut que j'appelle statut fondateur, parce que nous en gardons encore aujourd'hui les grandes caractéristiques. Mais quand De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1959, il l'a abrogé. Et par une ordonnance du 4 février 1959, il l'a remplacé par un statut beaucoup plus restreint, 57 articles seulement contre 145 pour le statut de 1946, mais qui, fort heureusement, et malgré toutes nos craintes, j'étais un militant syndical actif et j'ai participé à des manifestations où on disait « contre De Gaulle, le fascisme ne passera pas ».
Donc nous craignons que tout cela disparaisse. Ça n'a pas été le cas pour la fonction publique. Les événements de 68 ont assez peu marqué le dispositif statutaire de la fonction publique. Et j'ai eu à faire mon travail donc à partir de 1981. À partir de cette loi de décentralisation de Defferre, ce qui m'a donné l'occasion d'intervenir dès le mois de juillet 1981 à l'Assemblée nationale pour un pari, sans attendre d'arbitrage du Premier ministre, de Pierre Mauroy, j'ai fait le raisonnement suivant: si je laisse faire les choses ainsi, on va avoir un renforcement des droits, certes, dans le livre 4 du Code des communes, mais qui n'atteindra pas le niveau de garantie qui existe, ou existera, puisqu'on le modifiait aussi, dans la fonction publique de l'État. Donc il y aura en France deux types de fonction publique, une majeure et une mineure. Et je me suis dit, par expérience peut-être aussi, et comme on dit en économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne, eh bien le mauvais statut risque un jour de chasser le bon. Et c'est pourquoi je suis intervenu à l'Assemblée nationale pour dire il faut que tout le monde ait le même quantum de garantie commune. Il faut donc que ce soit un système de la carrière qui fait que aussi bien les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de recherche aient les mêmes garanties, qu'ils soient fonctionnaires du même niveau. Et c'est pour cela que j'ai appelé ce statut que nous avons fait, que j'ai fait avec beaucoup d'autres, bien entendu, un statut fédérateur, en ce sens qu'on est passé d'un seul coup de 2 millions de fonctionnaires qui n'étaient que des fonctionnaires de l'État à 4,6 millions de fonctionnaires, toutes fonctions publiques réunies. On peut dire que ce statut il a été fait sur 4 choix successifs. Premièrement, le choix du fonctionnaire citoyen contre le fonctionnaire sujet, ça c'était l'héritage du statut de 1946. Puis le choix du système de la carrière, où on gère la carrière de fonctionnaire sur toute sa vie professionnelle, et non pas en l'associant strictement au métier qu'il occupe, et par là en le rendant plus vulnérable si des fois le métier périclite ou disparaît. Troisième choix, un choix délicat que nous avions à faire entre l'unité de la construction juridique que nous voulions faire et puis le respect des spécificités des différentes fonctions publiques, puisqu'on avait élargi le champ et donc abouti à un champ plus hétérogène que par le passé. Et puis il fallait respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, qui est un principe constitutionnel important. D'où cette fonction publique à 3 versants, avec un titre premier, c'est une loi de juillet 1983, sur les droits et obligations des fonctionnaires, qui définit le fonctionnaire, mais le fonctionnaire au sens large que je viens d'indiquer, et les 3 titres suivants étant consacrés respectivement à l'État, à la territoriale et aux hospitaliers. Voilà donc dans quelles conditions les choses ont été faites. Avec un quatrième choix, je me suis dit qu'il était important, et c'est pour ça, vous voyez, qu'aujourd'hui ressurgit mon goût du rappel historique du service public et de la fonction publique. Je me suis dit, une construction juridique, ça ne suffit pas, parce que ce qu'a fait une loi, une autre loi peut le chasser. Il faut ancrer davantage nos choix dans notre histoire, par des principes qui émanent de cette histoire, d'où 3 principes. Premier principe, le principe d'égalité. C'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tous les citoyens, étant égaux aux yeux de la loi, sont également admissibles à toute place, dignité et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Cette phrase n'est pas de moi, elle est trop belle. Mais on a fondé sur cette base le fait qu'on entrait dans la fonction publique par concours. Deuxième choix, le choix de l'indépendance du fonctionnaire. Là, j'ai eu du mal à trouver une référence pleinement satisfaisante. J'ai pris la loi de 1834 sur l'état des officiers, qui prévoit que l'officier est propriétaire de son grade et l'emploi est à la disposition du roi.
Alors évidemment, il y avait mieux comme référence républicaine, mais enfin, je crois que quand ça va dans le bon sens, il ne faut pas regarder de trop près. Et il faut prendre, utiliser. Et troisième principe, le principe de responsabilité, qui figure à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme 1789, qui dit « Tout agent public doit rendre compte de l'exercice de sa mission à la société ». Une belle phrase aussi. Et c'est sur cette base donc qu'a été construite la nouvelle fonction publique dont nous parlons aujourd'hui et qui a résisté. Alors ça, c'était ce que je viens de décrire, c'était le point haut du service public dans l'histoire de France. Et depuis, effectivement, personne ne contestera que les choses n'ont pas été dans le bon sens. Pour reprendre les catégories que je viens d'évoquer, sur le secteur public, eh bien, toute la période qui a suivi a été marquée par des privatisations, par des dérégulations. Les 3/4 du secteur public industriel se sont effondrés. Et sans qu'il y ait de protestation d'un niveau suffisant pour l'en empêcher. Il n'y a plus aujourd'hui que 15% de public au capital de Renault, 14% à Air France. France Télécom, on sait ce qui est advenu. La Poste a suivi le même chemin. EDF est très menacé encore, ainsi de suite. Donc c'est là sans doute la marque la plus forte de cette régression. Et vous remarquerez qu'elle porte sur la question qui, à mes yeux, tout au moins, reste une question primordiale, la propriété publique. La propriété publique. Ensuite, les moyens que j'ai évoqués, commissariat au plan, etc., ont périclité. Il y a eu un moment ce qu'on a appelé la rationalisation des choix publics, à laquelle j'ai participé comme fonctionnaire à la direction de la prévision du ministère de l'économie et des finances, qui se voulait une base scientifique, et qui l'était assez largement, mais qui a été pris dans une idéologie animée par Giscard d'Estaing, faite à la fois de beaucoup de finances et d'international. Et donc a laissé entre les mains de la direction du budget la gestion de l'administration qui pourtant se projette naturellement sur le long terme, non seulement pour le passé, mais pour le présent et pour l'avenir. Et puis on a vu arriver ce qu'on appelait la LOLF, loi d'orientation sur les lois de finances, et puis la RGPP, Révision générale des politiques publiques, qui finalement se souciait à la fois assez peu de morale et de science, mais considérait qu'il suffisait simplement pour gérer les affaires de l'administration d'empiler les mesures de réduction de la dépense publique. Nous en sommes là encore aujourd'hui. Alors, à partir de là, l'organisation du territoire a connu, je le disais tout à l'heure, les actes 2 et actes 3. Raffarin a mis dans la Constitution que la France avait une organisation décentralisée. Il avait prévu aussi l'autonomie financière des collectivités territoriales, prévoyant que des transferts d'activités devaient être accompagnés de transferts financiers correspondants. On sait qu'aujourd'hui, c'est le grand problème des associations de maires, de présidents de conseils départementaux, de présidents de régions, qui constatent tous que les financements n'ont pas suivi les transferts, accroissant par là la pression fiscale sur les collectivités locales et appauvrissant par là aussi les services publics de proximité. Les syndicats se sont affaiblis encore. Et puis la fonction publique, eh bien, elle a fait l'objet d'attaques répétées, parfois sous forme d'offensives frontales, et d'autres fois de manière plus sournoise, par des attaques ponctuelles multipliées, pensant qu'en multipliant les trous dans le tissu juridique du statut général des fonctionnaires, celui-ci finirait bien par s'effondrer à la mesure du mitage dont il aurait été victime. Alors il y a eu la loi Galland qui a essayé de revenir à une fonction publique d'emploi dans la fonction publique territoriale. Puis il y a eu ce rapport du Conseil d'État
qui a, il faut retenir une simple phrase, qui a dit qu'il fallait faire du contrat une source autonome du droit de la fonction publique. Idée reprise peu de temps après par Nicolas Sarkozy, qui en septembre 2007 à Nantes a déclaré qu'il en appelait à une révolution culturelle dans la fonction publique et qu'il fallait faire du contrat privé négocié de gré à gré le mode dominant de recrutement dans la fonction publique. Je parlerai des suivants dans un instant. Et en même temps, il y a eu 225 modifications du statut dans tous les domaines pour essayer de le faire crouler. Le constat que l'on peut faire, et c'est ce que je veux conclure sur ce point, pour montrer qu'il faut essayer d'évaluer la portée de ce qu'ils font, c'est que d'une part, le statut est toujours là, et qu'il a aujourd'hui 35 ans, et qu'il a montré, même si c'est de manière perverse, son adaptabilité à travers la multitude des modifications dont il a été l'objet. Je voudrais maintenant me polariser sur les 2 derniers quinquennats. Le quinquennat de François Hollande n'a pas été caractérisé par une attaque frontale contre les services publics et la fonction publique. Certes, il a laissé faire doucement les privatisations lorsqu'elles se présentaient, mais pas avec l'ampleur antérieure. Et il n'a pas attaqué frontalement le statut général des fonctionnaires s'il a laissé faire quelques entailles dans ce statut. Mais il a manqué en tout état de cause de courage en ne revenant pas sur les atteintes qui avaient été portées à ce statut parce que il aurait pu le faire, mais il n'a pas osé le faire. Alors les explications sont variées. Certains disent que c'est parce qu'il y a beaucoup de socialistes parmi les fonctionnaires et d'autres disent que c'est parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires chez les socialistes. Peut-être que les 2 propositions sont vraies. Quoi qu'il en soit, on doit constater malgré tout que pas grand-chose a eu lieu. Il y a eu une loi Lebranchu du 20 avril 2016 qui est intéressante, qui apporte des éléments pour combattre les conflits d'intérêts, pour mieux circonscrire le recrutement de contractuels, et puis qui pose des problèmes de déontologie, qui ne sont pas inutiles. Ça n'est pas d'une grande ampleur, mais c'est malgré tout, ça s'inscrit en positif, disons. Et puis est arrivé Macron. Alors on en discutera sans doute davantage dans la discussion, c'est pourquoi je passerai assez vite. Macron était contre les statuts. Dans la campagne présidentielle, il avait jugé le statut des fonctionnaires inapproprié et avait prévu la suppression de 120 000 emplois, 50 000 à la fonction publique de l'État, 70 000 à la fonction publique territoriale. Puis, il a mis en œuvre, de manière intelligente, le prolongement de la réforme du travail qui avait été engagée sous Hollande, ceci dans un but bien précis. Vous savez qu'on a beaucoup parlé à l'époque de hiérarchie des normes. Et c'était pour accréditer l'idée que la référence sociale majeure dorénavant doit être le contrat individuel pratiqué dans l'industrie privée et mettant en présence simplement un patron et le salarié, dans un rapport de force évidemment défavorable. Et il a considéré que ça devait être la référence majeure, aussi bien pour le public que pour le privé. Et à partir de là, il a cru devoir engager une croisade contre le service public en s'appuyant sur cette référence qu'il avait réussi à imposer, et en commençant par le statut des cheminots qui lui semblait le problème le plus facile à réaliser dans cet esprit. Pourquoi ? Parce que la SNCF avait été privée d'investissement pendant très longtemps et donc ne présentait qu'un service public dégradé aux yeux de tous. Et puis aussi parce que il n'y a que 130 000 salariés dans la SNCF, alors que le gros morceau, c'est 5,5 millions dans la fonction publique, en passant par les autres entreprises publiques. Donc c'était assez bien vu d'un point de vue stratégique. Et alors c'est pour ça qu'il s'est cru autorisé à installer en octobre 2017
ce qu'on a appelé la CAP 22. CAP 22, Comité d'action publique 2022, composé d'un comité de 34 personnes, la moitié ayant fait l'ENA, et les autres émanant essentiellement du privé, ou bien du public qui avait déjà connu le privé, et flottait au-dessus de tout ça un air de start-up, si on veut, pour caractériser la chose. Et puis en même temps, il y avait une série de comités interministériels qui étaient prévus, 21 chantiers, 5 actions transversales, un forum en ligne. C'était spectaculaire. Et j'ai cru que ça allait être très menaçant. Et j'ai été moi-même impressionné. Puis très rapidement, je me suis dit quand même, mais si c'était un leurre, parce qu'il n'a pas besoin de tout ça pour savoir ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin de tout ça. Il suffit de prendre l'affiliation dont il est le prolongement, c'est-à-dire le rapport du Conseil d'État, Sarkozy et la suite. Et sa démarche, elle est toute simple. Le plus qu'il pourra remplacer la loi par le contrat. C'est ça sa ligne de force. Mais comme il était prévu un rapport qui devait sortir au mois de mars de cette année, on s'est dit, on verra bien à ce moment-là. Sauf que le 1er février, il a annoncé quelques mesures qu'il confirmera après, mais qui semblaient ignorer complètement ce fameux CAP 22 qui avait impressionné tellement de monde par sa sophistication. Le rapport devait sortir un mois plus tard, donc en mars. Il n'est pas sorti, ni en avril, ni en mai, ni en juin. Et en juillet, on nous a appris qu'il ne sortirait pas, parce que, on ne sait pas pourquoi. Et finalement, tout ça s'est prolongé par un deuxième comité interministériel qui s'est tenu il n'y a pas longtemps, le 29 octobre dernier, où il a annoncé 3 grands chantiers de réforme. 1, développer le nombre de contractuels de la fonction publique. 2, organiser des plans de départ volontaires pour les fonctionnaires. Et 3, développer la rémunération au mérite en développant la part des primes dans la rémunération des fonctionnaires. Je reviendrai sur tout ça dans le débat certainement, mais simplement pour dire que le fait pour un gouvernement de mettre en place un tel dispositif aussi impressionnant, puis d'y renoncer, sans qu'on en connaisse la raison, d'abord ça manque de dignité, mais surtout, je crois pouvoir l'analyser comme un fiasco de cette machinerie mise en place et qui ne sont pas parvenus à traduire par une action véritable de remise en cause frontale du statut majeur qu'ils ont à combattre, le statut général des fonctionnaires. Alors, en conclusion de cette deuxième partie, quelle appréciation on peut porter sur cette phase régressive ? Est-ce qu'elle remet en cause les tendances lourdes que j'ai évoquées dans la première partie ? Je ne le pense pas. Certes, il s'agit d'une régression. Mais quand j'ai quitté le gouvernement en 1984, il y avait 4,6 millions fonctionnaires, de fonctionnaires. Et il y en a aujourd'hui 5,5 millions. Les prélèvements obligatoires étaient de 41%. Ils sont aujourd'hui de 45%. Alors ceci, bien sûr, masque beaucoup d'affaiblissement sectoriel, ponctuel, administration pour administration, entreprise par entreprise. Mais si on a une appréciation globale de ce mouvement, qui est aussi un mouvement historique, même s'il ne porte que sur 3 décennies, il n'en reste pas moins qu'on peut considérer qu'il est de portée limitée. Alors c'est fort de cette conclusion mesurée, surtout comparée aux tendances lourdes que j'ai évoquées, qu'on peut se poser quelques questions, et ce sera mon dernier volet, en quelque sorte, sur les perspectives. Qu'est-ce qu'on peut dire dans l'immédiat ? Je crois qu'on peut dire que la situation aujourd'hui, en ce mois de novembre 2018, elle est quand même sérieusement dégradée par rapport à celle d'il y a un an. Non seulement dans l'opinion publique au regard des sondages, mais aussi par un certain nombre d'événements qui sont survenus. Je veux parler de l'affaire Benalla, par exemple, qui a mis devant, et c'était un peu surprenant, le problème des contractuels dans la fonction publique. S'ils sont si friands de développement de la contractualisation, est-ce que ça a comme traduction qu'il faudrait mettre des Benalla partout ?
C'est quand même une question qu'on est en droit de se poser, puisque la protection du président de la République elle-même était faite par un contractuel. Au surplus, on ne peut manquer d'être étonné par le fait que ce que l'exécutif a voulu présenter comme un fait divers a quand même eu pour effet un report sine die de 3 projets de loi de réforme constitutionnelle, dont un projet de loi constitutionnel, sans qu'on sache très bien aujourd'hui quand et comment et avec quel contenu ils vont revenir. Ça n'est pas rien. Par ailleurs, j'avais évoqué les chiffres de 57% pour la dépense publique, 45% pour les prélèvements obligatoires. Que propose Macron ? Beaucoup plus modeste aujourd'hui qu'au point de départ. Il prévoit la réduction qu'il n'atteindra pas, de 3 points des 57%, donc descendre de 57 à 54. Ça n'est vraiment pas une révolution. Et il propose, sur l'ensemble du quinquennat, une réduction d'1 point des prélèvements obligatoires. J'ai dit tout à l'heure qu'on évaluait aujourd'hui que ça serait 0,3. On voit donc que les marges sont très limitées. Il y a aussi la fronde des élus qui existent aujourd'hui. Et puis il y a, je crois que ce serait une erreur de sous-estimer, il y a des élections européennes l'année prochaine. Il prévoit le projet de loi sur la fonction publique après les élections européennes. Moi, je leur souhaite du plaisir. Et on prévoit des élections municipales l'année suivante. Dans l'état où sont les relations entre les associations d'élus et le gouvernement, je pense que les jeux ne sont pas faits. Et que donc, il y aura probablement de grands débats. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, que faudrait-il faire ? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est aux organisations syndicales, bien évidemment. Une solution simple consisterait à reprendre les 225 mesures, dont la plupart sont des dénaturations que j'ai évoquées tout à l'heure, et puis de voir ce qu'il y a de bon et de mauvais dedans, et puis de rétablir ce qui, à tort, a été supprimé. Par exemple, supprimer les conséquences fâcheuses de la loi Galland sur la fonction publique territoriale de 1987. À moyen terme, eh bien, je crois que la fonction publique et les services publics ont besoin de modernisation. J'ai eu l'occasion au Conseil économique et social, en étant auditionné sur une demande d'avis de Manuel Valls au mois d'octobre 2016, d'exposer 10 chantiers de modernisation de la fonction publique. Une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. L'organisation de multicarrières dans des carrières qui sont de plus en plus longues. Une égalité homme-femme aussi bien en bas des échelons où les femmes sont les principales victimes de la précarité qu'au sommet où elles ont moins que les hommes accès aux fonctions d'autorité. Mieux circonscrire le champ dévolu aux contractuels, mieux maîtriser le numérique, l'administration étant le champ majeur dans notre société de développement du numérique, développer les relations internationales de secteur public et de services publics à secteur public et services publics étrangers. Et puis, reposer plus généralement la question de la propriété publique. Est-ce que l'on peut imaginer un développement des services publics s'il n'y a pas une base matérielle qui est publique ? Toute une série de livres sont sortis depuis une vingtaine d'années pour illustrer le fait que l'on pourrait avoir finalement des services publics sur des bases privées. C'est imaginer qu'il pourrait y avoir des services publics généralisés hors sol. Ça, je ne le crois pas possible. Là où est la propriété, là est le pouvoir, comme on dit. Et puis je crois qu'il faudrait renverser la tendance qui nous a été imposée au cours des derniers moments, en considérant que la hiérarchie des normes, oui, elle existe, mais il faut la remonter et non pas la descendre. Et c'est pourquoi j'ai écrit beaucoup sur la nécessité d'un statut des travailleurs privés, des travailleurs du secteur privé, un statut législatif du secteur privé. Et enfin, sur le très long terme, alors sur le très long terme, et ce sera ma conclusion, on est obligé de faire un peu de philosophie. Dans quel monde sommes-nous aujourd'hui ? L'intellectuel catholique René Raymond a qualifié le XXe siècle comme siècle prométhéen. Il voulait dire par là que c'était un siècle où l'homme avait cru pouvoir, à travers ses grandes idéologies, à travers ces grandes constructions que beaucoup d'entre nous ont connues,
mais que la plupart de notre peuple a connu sous des formes diverses, soit sous la forme de l'État-providence, soit sous la forme du marxisme. Eh bien, tout ceci étant effondré, comment reconstruire cela? Néanmoins, c'était un acte glorieux, un acte prométhéen à cet égard. Et aujourd'hui, il y a une crise profonde. Comment analyser cette crise? Comment analyser cette perte de repères? Edgar Morin, le philosophe que vous avez sans doute entendu parler, parle de métamorphose. Je crois que le mot est juste. Moi-même, j'avais écrit il y a 25 ans un livre intitulé, la phrase n'est pas de moi, mais d'un philosophe allemand, « Pendant la mue, le serpent est aveugle ». C'est vrai biologiquement, mais ça souligne la nécessité, si l'on veut passer d'une peau à une autre, plus grande, plus confortable, d'une civilisation à une autre, eh bien il faut passer nécessairement par un état de faiblesse, de précarité. Le serpent est aveugle. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ces difficultés dans notre histoire. Alfred de Musset, dans Confession d'un enfant du siècle, en 1836, a écrit « On ne sait à chaque pas qu'on fait si on marche sur un débris ou sur une semence ». Je crois qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui. C'est une période de souffrance, une période de grande contradiction, mais une période qui annonce des temps nouveaux et il nous reste la responsabilité de les déchiffrer. Alors certains en ont conscience aussi, qui sont nos adversaires, et qui disent finalement le capitalisme a gagné la partie, le néolibéralisme est un horizon indépassable, c'est la fin de l'histoire. C'est le titre d'un livre de Francis Fukuyama, un écrivain américain. C'est la fin de l'histoire. On fait mieux comme modernisation quand même. Et je crois pour ma part, et ma conviction, c'est que quand on regarde le monde tel qu'il est, même un monde de souffrance, même un monde opaque, où on a du mal à y voir clair, ça reste quand même un monde qui voit se développer les interdépendances, les interconnexions, les coopérations internationales, même si c'est dans la douleur, même si c'est dans le drame, les solidarités qui n'ont jamais été aussi importantes dans le monde qu'aujourd'hui. Eh bien, toutes ces formules que je viens d'évoquer, elles portent un nom en France. Et en France seulement, malheureusement. C'est le service public. Alors, c'est un message d'optimisme qui montre que ce 21e siècle, et il y a un chapitre dans le livre que nous avons écrit avec Gérard Aschieri, qui parle d'âge d'or du service public en parlant du 21e siècle. C'est donc un message d'optimisme. Et il ne reste plus qu'à le faire partager aux usagers, aux élus et aux fonctionnaires. Comme aurait dit De Gaulle, vaste programme. Moi, c'est pas une question gentille. Moi, j'ai un souvenir de quand vous étiez ministre, c'est le GVT. Le Ah oui. GVT. Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça, parce que ça m'avait pas plu à l'époque. Pardon? Ça ne lui a pas plu à l'époque, le GVT. Oui, moi non plus. Moi non plus, mais vous savez, quand on est au gouvernement, constamment on se demande est-ce qu'on reste ou on va partir? Il y en a d'autres depuis qui se sont posés la même question, quoi. Au début, ça s'est apparu insignifiant. Il s'agissait de globaliser le raisonnement et par là de faire disparaître les repères dans les hausses de rémunération. De mon temps, il n'a pas connu une grande application, mais peut-être qu'on aurait dû se méfier davantage, effectivement. On a, y compris les syndicats, on considérait dès le départ que c'était une manie, ça vient de la direction du budget, c'est à peu près sûr, hein. C'était une manière de comptabilité qu'on nous demandait de respecter, etc. On n'y a pas vu le malice, on a eu tort sans aucun doute, et la suite a montré qu'effectivement c'était utilisé pour brider
les rémunérations. Tu peux rappeler ce qu'était Qu'est-ce que GVT? V, je sais que c'est vieillesse. Glissement, vieillesse et technicité. Voilà, glissement, vieillesse. Glissement, c'est le déroulement des carrières d'échelon à échelon. Vieillesse, c'est voilà. Et technicité, ça devait être de la prise en compte de, je sais pas, des modifications du développement des technologies dans les classements statutaires, des statuts particuliers. Il y a quelque chose qui ressemble à ça dans ce qui est proposé aujourd'hui. C'est pas la même chose, hein, mais je veux dire, c'est une même manière d'aborder le problème. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'idée du gouvernement, c'est de développer la part variable dans la rémunération des fonctionnaires. Déjà, la part fixe, elle est fixe puisqu'elle est bloquée depuis 2010, sauf une petite augmentation à la fin du quinquennat de Hollande. Donc à l'intérieur de cette enveloppe, de modifier la composition. Il y a 20 ans, il y a eu un directeur général de l'administration et de la fonction publique qui a dit qu'il faudrait que la rémunération des fonctionnaires soit composée de 3 tiers. Un tiers sur une base indiciaire, comme c'est traditionnellement le cas, un tiers selon la fonction occupée et un tiers selon le mérite dans l'accomplissement de la fonction. Alors il admettait que les 3 tiers puissent ne pas être égaux, mais il y avait 3 parties, quoi. Et aujourd'hui, la direction, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que la Direction générale de l'administration et de la fonction publique envisageait à volume constant de crédit de rémunération des fonctionnaires, de modifier le rapport entre la partie fixe et la partie variable sous forme de prime, en augmentant de 6 mois tous les franchissements d'échelons. C'est-à-dire lorsque on demande aujourd'hui 2 ans pour passer de tel échelon à tel échelon, on demandera 2 ans et demi. On fera donc des économies sur 6 mois. Et ces économies, on les mettra dans un pot commun qui serviront à alimenter un régime de primes valable pour tout ou partie de la fonction publique. Vous voyez ? Donc ils sont en train de réfléchir sur des moyens techniques de ce genre-là pour installer leur modification de répartition entre partie fixe et partie variable. Je terminerai en disant quand même que j'ai quitté le gouvernement sur la dernière négociation qui a eu lieu, il n'y en a pas eu depuis, sur les rémunérations des fonctionnaires. Et sur un drame, donc je vais vous raconter parce que ça détend un peu l'atmosphère. J'avais conclu avec les syndicats, évidemment les syndicats trouvaient que ce n'était pas assez, bon, moi je jouais le jeu, quoi. Qui aboutissait néanmoins, et ça n'avait pas déclenché sur des mouvements revendicatifs, à ce que pour boucler l'année 83, on augmentait tous les fonctionnaires de 1% et on donnait en plus une prime de 500 francs, c'était des francs à l'époque, hein, 500 francs à tout le monde, prime uniforme de 500. Je m'étais mis d'accord avec les syndicats sur cette base et bon, que le gouvernement était évidemment au courant. Et Delors, un jour, déclare que oui, les fonctionnaires ont bien été augmentés de 1% et de 500 francs uniformes comme première augmentation de 1984. Alors pour moi, c'était pour solder 83. Ce qui fait que j'ai pas cédé, j'ai continué à dire, chaque fois qu'on me tendait un micro ou qu'on me demandait d'écrire un article, j'ai continué à dire que c'était le bouclage de la clause de sauvegarde, ça s'appelait comme ça, pour 1983. Et Delors continuait à dire que c'était la première augmentation de 84. Il avait obtenu en mai 83 à Bruxelles, en échange d'un prêt à la France de 4 milliards d'écus, on parlait d'écus à l'époque, la désindexation en France des salaires par rapport au prix, ce qui détruisait toute politique de rémunération dans la fonction publique. Il n'y avait plus rien à discuter, hein. Ça venait discrétionnaire. Et donc on a continué chacun à dire ça, ce qui faisait le plus mauvais effet effectivement dans un gouvernement où deux ministres disent des choses tout à fait différentes. Nous nous sommes retrouvés en Conseil des ministres un jour, j'ai oublié la date, parce que ça avait fait du bruit. Il y a des gens qui disaient, qui écrivaient le gouvernement en stéréophonie, vous voyez, parce qu'il y avait 2 voix, quoi. Et
François Mitterrand demande à Delors d'exposer son point de vue. Il l'expose. Il me demande ensuite d'exposer le mien, différent, évidemment, opposé. Je l'expose. Il se retourne vers le Premier ministre, il lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Mauroy dit « Mauroy était plutôt de mon côté, hein, parce que c'est un ancien fonctionnaire, professeur d'enseignement technique, militant à la FEN, etc. à l'époque. » Mauroy répond « En tout état de cause, le grand livre de la négociation reste ouvert. » Il ne se mouillait pas, quoi. Et moi, j'ai dit « Je ne dirai jamais que ce sont des augmentations de 84. » Et Mitterrand, c'est peu su, Mitterrand s'est retourné vers moi, il voyait qu'on n'en sortait pas, quoi, hein, et que ce n'était pas le moment pour qu'on quitte le gouvernement. Il se retourne vers moi, il me dit « Bon, écoutez, monsieur le ministre, on vous autorise à rester ambigu. » Alors, moi, ça m'a fait plaisir, parce que ça m'a permis de continuer à dire jusqu'à ce qu'on quitte le gouvernement en juillet 84, et donc je ne me suis pas déjugé. Mais mon successeur, tout de suite, a appliqué la solution Delors, évidemment. Excusez-moi d'avoir prolongé, mais enfin, c'est une anecdote. Non, mais elle méritait d'être citée. Elle méritait d'être citée. À toi. Oui, on entend souvent dire qu'on ne voit pas le travail des fonctionnaires. Et souvent, dans le secteur public, oh, toi tu es fonctionnaire, oh, les fonctionnaires, pour ceux que vous votez. Hein. Alors, je voudrais savoir quelle est la part de la richesse des fonctionnaires dans la richesse du pays. Quelle est la contribution des fonctionnaires dans la richesse du pays? Est-ce qu'on a une idée de cette contribution-là? Non, c'est impossible de répondre à cette question. C'est impossible parce que les fonctionnaires, dans la plupart des cas, créent des services. Ces services correspondent à des budgets des administrations. Et en comptabilité nationale, c'est une convention, ce n'est pas une mesure. On considère que la production des administrations, c'est ce qu'elle coûte. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Parce qu'il est impossible de traduire par une valeur marchande les services que font les fonctionnaires. Ça vous déçoit peut-être, mais c'est comme ça. Et est-ce qu'il faut avoir l'obsession de tout traduire en montant de la production de telle ou telle activité? Je ne pense pas. Il y a des choses qui ne se mesurent que par l'usage qui en est fait. Votre question, elle aurait un sens si la vie sociale était entièrement marchande, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et donc on est obligé, si on veut faire de la comptabilité nationale, et la comptabilité nationale est utile aussi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais au ministère des Finances, on est obligé d'adopter des conventions. Ces conventions sont mauvaises. De même, dans le service public, quand on veut calculer la rentabilité d'un investissement, je l'ai fait par exemple pour un tronçon du RER A, eh bien, on utilise les méthodes de ce qu'on appelle l'économie néoclassique, qui fonctionne sur la base du calcul d'un taux de rentabilité interne d'un investissement. C'est-à-dire, on traduit tout de manière monétaire. Et c'est ainsi que, par exemple, dans le calcul d'un investissement public, on introduit le prix qu'il faudra rembourser à la veuve d'un chauffeur qui se sera tué sur une autoroute, sur la base des calculs que font les assurances à ce sujet. Et comme en faisant une autoroute, on se dit qu'il y aura tant de morts par an, eh bien, on calcule qu'il y aura une pension à verser aux veuves en fonction de cette statistique. Ça n'a pas de sens réel. Mais si on veut faire un calcul, on utilise les éléments qu'on a. Avant que je quitte le ministère des Finances et Tu n'étais pas ministre des Finances. Ah non, pas du tout. J'étais à la direction de la prévision qui avait été créée par Giscard d'Estaing, qui est un intellectuel et qui en avait fait un jeu. Il avait créé une nouvelle direction à partir d'un service du Trésor qui s'appelait le service d'études économiques et financières. Il avait créé une direction de la prévision. Et les gens qu'il avait recrutés, pour les 80%, étaient communistes ou gauchistes. Vous voyez ?
Ce qui fait que, et puis bon, on avait une formation scientifique qui nous permettait d'être là. On n'usurpait pas notre place. Et lui, ça l'intéressait parce qu'il savait très bien qu'on travaillait avec des idées en tête, et même peut-être pour d'autres parties. Moi, j'ai fait une grande partie du programme commun au ministère des Finances, hein, je peux l'avouer aujourd'hui, quoi, hein. Tout ce que j'ai fait sur les nationalisations, y compris une thèse de doctorat, je l'ai fait à partir de mon travail professionnel au ministère des Finances. Eh bien, on avait recours à ces techniques qui sont celles du néolibéralisme aujourd'hui. Parce qu'on n'en a pas d'autres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait travailler sur la notion d'efficacité sociale. Pourquoi? Parce que la décision publique, c'est une décision qui n'est pas uniquement monétaire, qui doit prendre en compte l'emploi, l'aménagement du territoire, la recherche, l'environnement. Enfin, elle est pluridisciplinaire et pluridimensionnelle. Et ça, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas mesurer, sinon en réduisant tout à une question d'argent, comme le service des fonctionnaires que vous évoquiez. Et ça, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Mais ça devrait être une tâche importante pour les théoriciens d'économie dans une société à venir. Moi, je veux bien retourner au ministère des Finances et à la direction de la prévision. Malheureusement, elle n'existe plus. Elle a été supprimée depuis. Bon, il faudrait mettre sur le chantier ce type de réflexion théorique. Mais personne n'en a envie en ce moment, soit par ignorance, soit parce qu'on pense que c'est... Aujourd'hui, c'est un non-sens. C'est un non-sens aujourd'hui du fait que la fonction publique soit en fait dirigée par la direction du budget. Alors que la fonction publique devrait pouvoir avoir des prévisions à 10, 15, 20 ans. On devrait aujourd'hui pouvoir dire, même si on se trompe, qu'il nous faudra tant de professeurs des écoles dans 15 ans. En faisant un calcul et en faisant de la programmation glissante, comme on dit, chaque année, pour réajuster les prévisions qu'on fait, sur la base de tous les paramètres qu'il faudrait prendre en compte. Il y a là une œuvre théorique considérable à faire, dont personne n'a un grand sentiment, mais qui serait fondamentalement utile. Et je crois que ça participe de la nouvelle peau du serpent de tout à l'heure. Voilà ce que je pense. Donc, vous êtes sûrement déçus par cette réponse, mais j'en ai pas d'autres et je crois que personne n'en a d'autres. Bonsoir. Justement, pour rester sur cette notion de la valeur du service public, moi je pense quand même que c'est un manquement à la gauche de ne pas avoir fait l'effort d'essayer d'exprimer ce que produisait le service public, ce qu'il produit. Même si justement, il fallait dire qu'il ne produisait pas des quantités d'argent, quelque part c'est le fondement de tout ce qui est possible dans un état de droit, dans une société organisée, civilisée, tout commence par là. Et je pense que si la droite ne veut pas se livrer à cette réflexion, c'est que ce qu'elle redoute le plus, elle le sait avant de commencer, que si elle se livrait à cette réflexion, elle finirait au bout de son raisonnement, de son étude, par se rendre compte que le service public est irremplaçable, qu'il n'y a pas d'état de droit, qu'il n'y a pas de démocratie sans service public, parce que c'est quand même là que commence l'éducation, comme produit, excusez-moi du terme, les citoyens qui demandent le monde, etc. Les hôpitaux, on fait voilà, tout ce qui permet, je regarde un peu la reconstitution, la construction des forces de production, quelque part. Finalement, tout n'est possible que parce que le service public existe. Et je pense à, donc vous connaissez peut-être, Marcel Hoppe, qui est un archéologue, paléontologue, etc., qui a écrit L'audace de Sapiens. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme s'est développé et a évolué selon le darwinisme qu'on peut connaître tous et qu'on peut accepter, mais aussi parce que la culture l'a poussé, que chaque fois par défi, il a poussé plus loin la culture, il a poussé plus loin le défi qu'il avait gagné hier, il avait encore dépassé les films, etc. Et je crois que là, vraiment, c'est quelque chose qui ne se justifie pas, ce qui prouve bien que la monnaie, quelque part, le côté financier, le PIB, n'est qu'une conséquence de la culture. Et quelque part, il a fallu que la gauche, à un moment, montre combien tout le capitalisme, toute cette espèce de... Parce que bon, au bout, voilà, aujourd'hui, on est confronté à, en fait, est-ce que si l'audace de Sapiens se maintient, est-ce qu'on va finir dans l'anthropocène, c'est-à-dire qu'en fait, on va susciter le monde,
l'humanité, parce que la planète, c'est pas son problème. Et je crois que vraiment aujourd'hui, on est à la croisée de ces chemins dans lequel, quelque part, ce service public qu'on attaque comme ça, c'est lui qui c'est le fondement de tout ce qui nous permet d'être ensemble, de vivre et d'avancer, peut-être de mesurer, peut-être de découvrir la prudence qui doit être la nôtre aujourd'hui, le bas, peut-être aujourd'hui, c'est de savoir renoncer, de savoir réfléchir, de pondérer cette foule qui nous fait avancer vers une forme de précipice. Vous avez remarqué que dans l'énoncé des titres des ministres qui sont chargés de la fonction publique, il n'y a pas les mots fonction publique. Darmanin s'appelle ministre de l'Action et des Comptes publics. Et on souligne qu'il est ministre aussi de la fonction publique, mais avec l'idée que, puisqu'il est ministre des Comptes publics, c'est que la fonction publique est avant tout un coût. C'est pour ça qu'on l'a appelé des comptes publics. Ils viennent de nommer un secrétaire d'État explicitement chargé de la fonction publique. Et il ne s'appelle pas secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Il s'appelle secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics. Il y a une sorte de négationnisme de la fonction publique qui doit être dénoncé avec vigueur. Et je prolonge la réponse précédente en disant qu'il ne faut pas donner dans le vocabulaire de l'adversaire. Le service public produit, selon une distinction ancienne, des valeurs d'usage et pas des valeurs d'échange systématiquement. J'ai parlé dans mon intervention de départ de l'école de Bordeaux, qui avait théorisé le service public et qui disait donc, je le rappelle, une mission d'intérêt général, une personne de morale de droit public et un juge et un droit administratif. Il en tirait comme conséquence, c'est qu'il y avait de ce fait, parce qu'il s'agissait de service public, des prérogatives du service public. Et, conséquence importante, c'est que les services publics devaient être couverts non pas par les prix, mais par l'impôt. Avec comme conséquence implicite, c'est que, en principe, les services publics devaient être gratuits. Ben, on en est très loin aujourd'hui. Puisque vous vous êtes permis de parler de paléontologie et d'archéologie, moi je me permettrai aussi de citer un paléontologue qui en plus était jésuite, qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, et qui a écrit un jour « On empêchera plutôt la terre de tourner que l'homme de se socialiser. » Que l'homme de se socialiser. C'est un jésuite qui a dit ça. On a les références qu'on peut. Mais elle n'est pas mauvaise, je trouve, ça là. Je voulais poser une question. Service public. Le mot essentiel, c'est service. C'est-à-dire que le service public est un service et qu'il ne doit pas être évalué en termes de coût. Service, c'est-à-dire échange. On apporte quelque chose à l'autre. Mais ça n'a pas de valeur marchande. Donc, le mot service en retenu. Service public. C'est une remarque, ça suscite. Dans le même esprit, l'intérêt de transformer de la propriété privée en propriété publique, c'est de la démarchandiser. Et c'est pourquoi, du temps du programme commun, je défendais l'idée que l'expropriation devait être totale. Car à partir du moment où on se met à diviser le capital d'une entreprise, on la rend partageable. Le geste majeur, c'est quand on passe de 100% à 99%. C'est pire encore si on descend. Je me souviens, j'ai vécu ça d'assez près pour d'autres raisons. Quand j'étais au gouvernement, Air France avait un capital qui était partagé à 85% pour l'État et le reste pour le privé. Air France était à 85% public. Un ministre communiste a accepté qu'il descende à 56%, en expliquant que c'était une désétatisation, que c'était bien. Et à ce moment-là, j'ai dit, ça ne s'arrêtera pas là.
C'est descendu ensuite à 30%. Le même a écrit en disant que ça, c'était une privatisation. Oui, bien sûr, il aurait fallu y penser un peu avant. Et aujourd'hui, on en est à 14%. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de te relancer sur justement l'étatisme, sur ceux qui au XXe siècle, a connu malheureusement un fiasco évident, avec l'étatisation qui a caractérisé, en tout cas, les régimes qui ont échoué, qu'on a appelé indistinctement et à mal à propos socialisme réel, communisme, etc. Alors comment fait-on pour assurer une propriété sociale, collective, démocratique, sans pour autant retrouver le spectre de l'étatisme? C'est un débat qui a toujours existé, qui n'aurait pas de fin. J'ai indiqué au début de mon intervention la manière dont, sous Louis XIV, l'État s'était autonomisé. Et partant de là, il a été le spectacle de pouvoir. À partir de là, effectivement, les citoyens pouvaient avoir le sentiment d'avoir été dépossédés d'un pouvoir que pourtant ils avaient contribué à faire exister. Et tout le XIXe siècle, à travers les luttes pour le progrès social, pour le socialisme, pour la laïcité, a été le spectacle de ce combat, disons, des citoyens contre l'État. Bon, la solution semblait avoir été résolue avec ces pays du socialisme réel. Bon, on sait, mais alors il faudra reconnaître aussi qu'il y a très peu d'études faites sur les raisons fondamentales de l'échec. Le devoir d'inventaire devrait exister. Il existe partiellement, mais il est très loin d'être insuffisant. Et il a provoqué une sorte de réaction anti-étatique où, bon, je vais faire bref, où lorsqu'on a été de ce côté de l'échiquier politique, on a peur d'être accusé de soviétisme lorsqu'on défend l'État qui pourtant est le siège et de l'intérêt général et de la souveraineté nationale. Il y a donc une difficulté là, une difficulté objective. Il y a à la fois la nécessité de faire croître les droits des citoyens et la place des citoyens dans la société, mais en même temps sans nier le fait qu'un État est nécessaire pour arriver à une définition de l'intérêt général à travers le combat politique qui sera proposé avec leur acquiescement à l'ensemble des citoyens. Ça n'est pas facile, ça n'est pas facile du tout. Mais contre cette tendance anti-étatique par principe, sans nuance, personnellement, moi, je m'oppose à ce que je considère comme un dérapage. Je n'hésite pas à dire que je suis jacobin. Jacobin au sens de la première manière. Les jacobins ont fait la Constitution de 1793. La Constitution de 1793, elle élisait les députés pour 1 an, renouvelable tous les ans. Ça a été la Constitution la plus démocratique que la France ait jamais connue. Et pour mettre fin aux conversations, je rappellerai que le Club des Jacobins, avant de s'installer dans le couvent des Jacobins, rue Saint-Honoré, siégeait à Versailles et s'appelait le Club Breton. Chauvin. Oui, bon, un petit peu, quoi, pour terminer. Ouais. Je voulais repartir de l'affirmation sur là où la propriété et le pouvoir politique. Mais la propriété, c'est du capital, et souvent c'est du capital accumulé, c'est de la plus-value accumulée. Donc, de génération en génération, le capital est constitué par la plus-value. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi, dans notre analyse, distinguer l'utilisation de la plus-value? À savoir qu'on peut affaiblir, y compris le capital, si la plus-value, voire la richesse créée, est mieux distribuée par la réponse aux besoins sociaux. Et est-ce qu'il n'y a pas un levier à actionner pour... on ne retrouvera pas les nationalisations, tout le moins dans la période qui s'ouvre,
retrouver, ne serait-ce que de poser le problème des nationalisations, paraît s'éloigner et a même disparu de nos repères, pratiquement pour certains. Et pour autant, est-ce que l'axe de combat et d'analyse ne peut pas être justement la redistribution de la plus-value, quitte à affaiblir le capital et la propriété? Alors, parce qu'on est quand même bien placé ici, Albi, avec la coopérative ouvrière de Jaurès, où on a eu ces débats-là, quand il a fallu se séparer de l'esprit coopératif et tout ce qui s'ensuit. Et où, effectivement, dans les débats qui nous animaient, est-ce que c'était le plus important la propriété, ou est-ce que c'était la pérennité de l'outil de travail, sans avoir une valeur exponentielle et qu'il y ait une vraie redistribution de donc de cette plus-value au service des besoins des salariés? Moi, je ne crois pas qu'on puisse réduire le capital à la plus-value. Le capital a une longue histoire, sans doute. Mais la question qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le capital que la notion de propriété. Les Romains, en droit romain, disent que la propriété répond à 3 conditions. Usus, fructus, abusus. Usus, le droit d'user d'un bien. Fructus, bénéficier de ses fruits. Abusus, pouvoir l'aliéner. C'est la première définition que je connaisse de la propriété. Sous la Révolution française, la possibilité donnée aux citoyens d'accéder à la propriété a été une grande conquête de la Révolution française. C'est pourquoi dans la Déclaration des droits de l'homme, à l'article 1er, on n'évoque pas le service public, mais l'utilité commune, et que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme dit que un bien qui répond à une nécessité publique peut être exproprié moyennant une indemnité préalable et suffisante. Ça a été, disons, la première génération de la définition de la propriété moderne. Un droit, une liberté conquise, la propriété. Bien entendu, elle n'a pas bénéficié également à tous les citoyens de l'époque. Néanmoins, elle a créé une catégorie qui s'appelle la propriété individuelle et en a fait un attribut de la citoyenneté. La deuxième génération se situe dans le préambule de la Constitution de 1946, qui dans son point 9 dit « Tout bien, toute entreprise qui a ou acquiert le caractère d'un service public ou d'un monopole de fait doit devenir propriété de la collectivité ». Donc, on a étendu la notion de propriété à une propriété particulière qui est la propriété publique. Le préambule de la Constitution de 1946 ne parle pas de plus-value. Il parle de la propriété d'un bien, d'une entreprise telle qu'elle existe, d'une branche, cas échéant. Et c'est sur cette base que le Conseil national de la résistance proposait la nationalisation de l'énergie, des mines et de tout le secteur bancaire. Sur cette base, on ne parlait pas de plus-value, on ne parlait pas de capital, on parlait de propriété. Dans l'élaboration du programme commun, comme je vous l'ai dit, c'était un peu ma partie, on est resté dans cette conception, parce qu'on n'avait pas l'habitude depuis longtemps. J'ai dit que les débuts des années 80, c'est le point fort. Et la montée en puissance du programme commun dans les années 70 nous a fait nous pencher sur cette question. Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'améliorer les critères. Dans le préambule de 1946, on parle donc tout bien, toute entreprise qui a ou acquiert le caractère d'un service public ou d'un monopole de fait. On a gardé ces 2 critères et on a ajouté sur la base, je peux le lire maintenant, de mes travaux à la direction de la prévision, les transferts financiers accordés à l'entreprise. Lorsqu'une entreprise recevait beaucoup de fonds publics, sa destination, c'était d'être propriété de la collectivité. Et puis, dans une optique de politique industrielle, toute entreprise qui dominait un secteur clé pour la vie de la société dans son ensemble devait être aussi nationalisée. Et c'est écrit tel quel dans le programme commun.
Alors, il y a eu l'expérience de 82 et du Conseil des ministres de Rambouillet, dont j'ai parlé tout à l'heure. À ce Conseil des ministres, Mitterrand a voulu que tout le monde s'exprime. Il a donné la parole pour commencer à Mauroy, qui s'est esquivé, comme il savait bien faire. C'est-à-dire que, bon, moi je savais de quel côté il penchait, mais il ne s'est pas mouillé. Il a donné la parole aussitôt à Rocard, puis à Delors, puis à Badinter. Et tous ont défendu l'idée d'un secteur restreint et possédé financièrement, c'est-à-dire au maximum à 51% du capital. Puis il a passé la parole à l'opposition à cette thèse et s'est exprimé Fitterman au nom des ministres communistes, Jean-Pierre Chevènement, qui ont défendu l'idée d'un champ large et possédé à 100%. Et Mauroy a fait une déclaration finale en donnant l'impression de pencher de notre côté. Et à ma surprise, Mitterrand a donné le verdict à la fin, et c'est un verdict dont je dois dire aujourd'hui que je ne l'attendais pas. C'était beaucoup plus que ce à quoi je m'étais attendu, surtout de la manière dont s'était passée l'actualisation du programme commun qui avait été un peu désastreuse, nous avait fait régresser, et puis après nous avait mis dans une situation d'échec à l'élection présidentielle et aux élections législatives qui ont suivi. Donc, personnellement, j'étais très satisfait. Et c'est devenu, après un passage devant le Conseil constitutionnel, qui pensait qu'on avait indemnisé de manière insuffisante, c'est devenu la loi du 11 février 82, qui entérinait donc l'arbitrage de Mitterrand. Et c'était juridiquement, je dis bien, un très bon arbitrage. Ensuite, je l'ai indiqué au passage, il y a eu les privatisations et puis la dérégulation. Dans la privatisation, se sont illustrés Balladur et Juppé, mais surtout Jospin. Le Monde a pu titrer un jour, Jospin privatise plus que Balladur et Juppé réunis. Et c'est le cas, effectivement. Et puis à partir de là, il y a eu une opinion publique à gauche qui a considéré que finalement les nationalisations, c'était un échec. Et défendre aujourd'hui les nationalisations, c'était nous ramener vers l'étatisme et c'était faire du soviétisme en quelque sorte. Voilà. Et c'est pourquoi on ne parle plus de nationalisation et très peu de propriété publique. Aujourd'hui, dans notre pays, ce sont les capitalistes qui parlent de propriété et qui, eux, considèrent que là où est la propriété, là est bien le pouvoir. Et ils sont bien placés pour le savoir. C'est quand même un énorme paradoxe. Alors ça devrait nous inciter à nous demander pourquoi finalement on peut considérer que les nationalisations de 82 ont été un échec. Moi je donne deux explications. Premièrement, je le dis, la nationalisation en termes juridiques était plutôt satisfaisante de mon point de vue. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Il a manqué le fait qu'en 83, il y ait le tournant libéral. Et que, alors que les nationalisations avaient été considérées que le moteur principal de la mise en œuvre d'une politique industrielle de défense de la souveraineté nationale et d'efficacité industrielle, à partir du moment où on mettait la France dans le grand bain du libéralisme, il n'y avait plus de finalité industrielle. C'est là qu'ont périclité les charbonnages de France. Ça a été le premier acte. Et ça a conduit à la démission de Jean-Pierre Chevènement notamment. Il n'y avait plus de finalité industrielle constitutive d'une politique industrielle nationale à poursuivre dans la mesure où on s'abandonnait au marché international. Ça, c'était une première critique. Une deuxième critique, c'est que les travailleurs ne se sont sentis jamais concernés par ces nationalisations. Certes, ils se sont réjouis en termes politiques du succès de la gauche, pour beaucoup d'entre eux tout au moins. Mais ils n'étaient pas prêts, et nous-mêmes, nous n'étions pas prêts à les convaincre. Quand il y a eu cette désindexation des salaires et des prix, toute la partie fonction publique était en désarroi. Les lois Auroux se sont étalées sur 4 ans.
La loi de démocratisation du service public, non, elle s'appelle même du secteur public, date du 26 juillet 1983, soit après le tournant libéral. Elle tapait donc dans le vide. C'est dire que l'intervention des travailleurs, qui est indispensable pour caractériser une propriété nationale, n'existait pas. Et quand je parle de propriété, je ne parle pas de la propriété du capital, sauf quand il est capitaliste. Mais à partir du moment où il est nationalisé, on ne peut pas parler de plus-value. Et c'est pourtant du capital. Alors, la leçon qu'on tire de cet inventaire, que je pense être, et ce n'est pas un titre de gloire, est à peu près le seul à faire sur cette question-là aujourd'hui, en le regrettant, c'est que je vois qu'on tourne autour du pot avec l'idée de pôle public. J'ai eu beaucoup de discussions avec des fédérations de la CGT qui ont du public dans leur champ d'implication sur le sujet. Tout le monde s'est mis à parler de pôle public, mais en ne mettant pratiquement rien dans cette notion. Un pôle, c'est une pointe. Un pôle accrédite un pôle public et un pôle privé. On valorise par là le pôle privé. Qu'est-ce qu'il y a dans un pôle public? On ne sait pas. Lorsqu'on le dit, un pôle public financier dans certaines résolutions que j'ai lues, eh bien, on cite quoi? On cite, par exemple, pour le pôle public financier, la Poste, la Caisse des dépôts, Oseo, je ne sais pas quoi encore, enfin, qui sont déjà tous publics, ce qui veut dire qu'on ne se réapproprie rien. Quant au pôle public de l'énergie qu'on a vu quelquefois, il contient plus de privé aujourd'hui que de public. Alors qu'est-ce que c'est que ce pôle public qui est en fait un pôle mixte contenant plus de privé que de public? Donc tout ceci pour dire qu'il y aurait quand même besoin de faire la clarté sur cette question que moi je juge fondamentale, qui est très difficile, parce que maintenant il y a une dimension internationale qu'on n'avait pas pris en compte au moment du programme commun et dont on ne pourrait pas s'esquiver si on avait à remettre la question de la propriété publique sur le chantier.